Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Flutter. Et je sais pas si vous en souvenez, mais juste avant la sortie de la version 3.3 qui était au mois d'août, je vous avais fait une vidéo qui allait piocher dans les pull requests pour essayer de découvrir certaines nouveautés. Et bien je vous propose qu'on fasse exactement la même chose pour la prochaine version qui arrivera le 25 janvier prochain lors du Flutter Forward. Et d'ailleurs je pense qu'il y aura à minima 2 vidéos car c'est un peu indigeste en fait de tout vous lister, car ça fait un tout petit peu de changelog humain. Donc surtout n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires si c'est vraiment trop chiant à écouter. Allez, on va commencer par les Breaking Changes où vous pouvez aller sur le site de Flutter et il vous liste les changements pour la version actuelle, mais au fur et à mesure des développements, ils le mettent aussi pour la prochaine version, et comme vous pouvez le voir, actuellement, il y en a 4. Le premier concerne la migration vers les Maybe Off. Alors pour bien comprendre, aujourd'hui vous faites par exemple un theme off, car vous savez que l'objet que vous allez obtenir, il est non nul. Et ce breaking change fait désormais en sorte que vous n'aurez que des off pour des objets non nuls, et des maybe off pour ceux qui peuvent être potentiellement nuls, comme scrollable off qui va devenir maybe off. Donc selon votre pièce de code, il faudra probablement le changer, mais normalement c'est pas très compliqué à le faire. Ensuite, il y a très longtemps, certaines méthodes avaient été dépréciées sur Flutter 2.1 et elles seront complètement supprimées sur la prochaine version de Flutter, sachant que vous avez tout le nécessaire pour faire la migration si besoin. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais pour chaque capture que vous voyez derrière moi, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Ensuite, côté iOS, si vous êtes dans le code natif, la vue pour le splash screen peut désormais être nullable. Là aussi, des petites modifs sont nécessaires, mais à nouveau, il y a tout le code. Et enfin, dernier breaking change affiché sur le site, le Toggable Active Color du theme data n'est plus du tout utilisé pour être remplacé par la couleur secondaire à la place. Voilà donc pour les 4 breaking changes du site, mais en naviguant dans les pull requests, on peut dire d'une certaine manière qu'il y en a d'autres. Le premier est que la méthode copyWith sur l'objet route settings est complètement supprimée, il n'y a même pas l'étape de dépréciation. A priori, en fait, cette API, elle était restée là et il avait oublié. Du coup, il tranche et il la supprime directement. Donc surtout faites attention car ça pourrait empêcher pour le coup là totalement la compilation de votre projet. Pour l'autre, il ne s'agit pas vraiment d'un breaking change, mais plutôt d'un changement côté Dart, car on va basculer vers Dart 2.19. Alors pour info, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les changements sur cette nouvelle version, car ce sera dans la prochaine version, mais tout simplement vous pointez l'ajout de l'isolate.run, car pour faire du parallélisme en Dart, il faut utiliser des isolates. Mais comme vous le savez, c'est assez complexe à mettre en place car il faut créer des canaux de communication entre l'isolate appelant et l'isolate créé et les faire communiquer entre eux. Bref, ça fait quand même beaucoup de code à écrire. Mais en Flutter, il existait la méthode compute qui permet de faire ça en une simple ligne. Eh bien, isolate.run est l'équivalent de la méthode compute, mais en Dart. Du coup d'ailleurs, l'implémentation en Flutter de compute va l'utiliser. Et enfin, là aussi j'ai mis breaking change car je ne voulais pas faire une catégorie que j'aurais appelée fourre-tout, mais ici l'idée c'est que vous n'aurez plus besoin d'ajouter un repaint boundary si vous utilisez des widgets qui modifient l'opacité. Alors pour rappel, j'ai fait une vidéo la semaine dernière pour vous expliquer que parfois Flutter dessine plus qu'il ne devrait, et le repaint boundary vient justement corriger ça. En tout cas pour l'opacité, vous n'aurez plus besoin de vous tracasser l'esprit avec ça, car tout ça sera géré directement par le framework. Voilà pour les breaking changes, on va enchaîner avec des infos autour du build. Pour ce qui est de Windows sur les processeurs ARM, c'est en cours avec des binaires pour Dart qui sont bien disponibles à l'heure actuelle, mais pour Flutter, il n'y a que le moteur qui est disponible et il faut le compiler à la main. En revanche, pour ce qui est de builder des applis Flutter, là il va encore falloir un tout petit peu attendre, sachant que c'est fait d'ailleurs par une boîte externe. Côté web maintenant, 2 nouveaux flags ont été ajoutés, le "-dump info qui génère un fichier .js.info.json qui donne des informations sur le code généré, et il y a aussi un "-no frequency based minification qui permet de désactiver la minification du code. Et enfin, Xcode 14.2 est supporté, c'est-à-dire la dernière version stable qui est proposée par Apple. On clôt cette page pour aller vers Material 3 et Flutter 3.3 finalement n'en supportait qu'une partie, et là je peux vous dire qu'ils ont vraiment mis le paquet. Donc voilà la liste de tous les widgets qui supportent désormais Material 3. La Bottom App Bar, Bottom Sheet, Checkbox, Circle Avatar, le Divider et aussi Vertical Divider, List Title, Material Banner, Material Menu Bar et Menu Anchor, Navigation Drawer, Progress Indicator, Radio Button, Segment Button, Slider, Snack Bar, Tab Bar, Text Field, Time Picker, et voilà pour tous les widgets qui ont donc été basculés vers Material 3. J'espère en tout cas que j'en ai pas oublié, et je pense même qu'il n'en reste plus à migrer d'ailleurs. Ensuite également il y a une petite modif pour les badges qui ont maintenant un constructeur.count, et là je crois qu'on a fait vraiment le tour de tout ce qui est matériel. Allez maintenant on passe aux petits changements côté plateforme spécifique.
Côté Android, quand on sélectionne du texte, il y a un arrière-plan qui s'affiche, et d'ailleurs c'est généralement en bleu, avec 2 sélecteurs de chaque côté, et ça, aujourd'hui, c'est bien bon. Mais normalement, lorsqu'on va bouger ces sélecteurs, le téléphone il doit vibrer. Et c'était pas le cas, et ce sera donc corrigé sur la prochaine version. Ensuite, toujours sur Android, les suggestions orthographiques seront désormais gérées. Alors vous n'aurez qu'à cliquer sur ce qui est en rouge pour afficher les suggestions, et à nouveau recliquer pour valider, mais ça c'est comme c'est fait sur Android. Et si je me trompe pas, côté iOS, en fait, le nécessaire avait déjà été fait. Et d'ailleurs, côté iOS, la principale modif concerne le menu contextuel, c'est-à-dire le menu qui s'affiche quand vous sélectionnez un bout de texte. Finalement, c'est exactement la même chose que sur Android. Et désormais, ça va avoir la bonne apparence sur iOS 16, car en fait, c'était pas la bonne, c'était celle d'iOS 15, etc., etc., qui s'affichait dans tous les cas. On change de sujet pour revenir à des widgets plus classiques, plus généraux, on va dire, et je vous avais déjà parlé dans une vidéo, mais le Media Query, qui aujourd'hui utilise un Inherited Widget, va passer à un Inherited Model. Alors pour vous simplifier, aujourd'hui quand vous faites un Media Query off, vous allez être notifié de n'importe quel changement sur n'importe quel attribut des Media Query. Et l'idée c'est que l'Inherited Model, à l'inverse, vous serez informé qu'en cas du changement de l'info que vous écoutez uniquement, pas de ce qui est autour en fait. Et à être sur ces widgets génériques, le build contexte aura maintenant accès à l'info mounted, car aujourd'hui il y a seuls les stateful widgets via le state qui peuvent le voir, mais désormais ce sera aussi accessible dans les stateless widgets. Un nouveau widget Listenable Builder va être rajouté, mais comme vous pouvez le lire dans la pull request, en fait il s'agit ni plus ni moins que d'un Animated Builder qui a été renommé pour qu'il soit plus facilement trouvable dans la doc. En revanche, j'ai pas vu de dépréciation qui soit prévue pour l'Animated Builder, vu qu'en fait ce sont des doublons, mais j'imagine que tôt ou tard ce sera prévu. Et ensuite sur les hint texte des champs de saisie, l'overflow est maintenant modifiable, alors qu'avant tout était codé en dur, et c'était en l'occurrence en ellipsis. Pour ce qui est du drop-down menu, vous avez un callback onSelected qui est désormais disponible, mais surtout un contrôleur qui va vous permettre de récupérer la valeur courante, comme n'importe quel autre contrôleur d'ailleurs en Flutter. Puis sur l'aspect restauration, les énumérations sont désormais gérées, et d'ailleurs je me suis noté qu'il faudrait que je vous fasse un petit tuto sur le sujet, car j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment grand chose, en tout cas sur YouTube. En gros, c'est que faire lorsque l'application est tuée et qu'elle est relancée, parce qu'en fait Flutter permet de retrouver l'état précédent. Et enfin, on termine par la documentation des Animated Icons qui affiche désormais une vidéo pour montrer ce que chaque icône permet. Voilà donc pour cette première vidéo autour des changements qui arriveront sur la prochaine version de Flutter, qui sera d'ailleurs peut-être appelée 3.7 ou 3.8, mais là-dessus j'ose pas trop me prononcer parce que la dernière fois je m'étais trompé. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième vidéo qui viendra donc compléter celle-ci et on parlera notamment de Dart 2.19. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder aussi les vidéos sur Inherited Model et Repaint Boundary si vous ne l'avez pas encore fait, car il y a plein de choses à découvrir. Allez, en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite à tous une excellente journée.